Bonsoir, je me présente, je suis Anne Hulpa, co-directrice avec Carole Marinero de l'école française de yoga qui vous accueille ce soir, rue Aubriot. Je vous accueille, vous qui êtes ici en présentiel, comme on dit, mais aussi vous qui êtes en distanciel. Voilà, je suis tout à fait ravie de vous accueillir ce soir au nom de l'école qui est, comme vous le savez peut-être, une école qui forme les futurs enseignants de yoga ou bien les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances et leurs pratiques de cette discipline. Mais l'école est aussi depuis très longtemps un lieu d'échange, de culture, de rayonnement culturel. Et la preuve, ce soir, la Fédération nationale des enseignants de yoga, dont le siège est ici également rue Aubriot, accueille en partenariat avec le Forum France-Inde une conférence consacrée à l'eau et à l'Inde. Et je passe tout de suite la parole à nos invités. Bonne soirée. Bonsoir, bienvenue à tous. Donc, je voulais juste préciser que Forum France-Inde a été créé il y a 4 ans et c'est donc un espace francophone qui privilégie les échanges entre la France et l'Inde. Cette soirée va se dérouler en 3 temps autour donc de ce thème vaste et profond de l'eau et l'Inde ou l'eau dans l'Inde. Dans un premier temps, nous pourrons voir le pouvoir sacré de l'eau dans ce pays à travers ses mythes, ses rituels et aussi dans les traditions vivantes. Ensuite, cela va nous mener de façon toujours humaine, mais peut-être plus pragmatique, sur les défis d'approvisionnement de cette ressource et donc les défis liés à l'écologie dans ce monde contemporain, pour finalement pouvoir un petit peu, non pas conclure, mais ouvrir aussi sur les enjeux géopolitiques et diplomatiques, voire même parfois des conséquences de conflits de très, très importants. Je suis Éléonore Gratton, donc je suis entourée de trois personnes, 3 experts universitaires, chercheurs, journalistes, que je vais vous présenter rapidement avant qu'on démarre cette table ronde. Et en tout premier lieu, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas présenter les femmes, je vais présenter Côme Bastin, qui est voilà en direct avec nous depuis l'Inde. Voilà. Donc Côme, vous êtes journaliste indépendant français. Vous êtes un des rares journalistes français à vivre en Inde et depuis de nombreuses années. Et vous êtes donc correspondant pour Radio France Internationale, RFI, Ouest France, Mediapart. La liste est longue de tous les médias français et internationaux avec lesquels vous travaillez. Ensuite, à ma gauche, Olivia Aubriot. Merci d'être là. C'est la première fois que vous participez. Alors voilà, c'est pour ça que je dis merci particulièrement. Mais vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes. Vaste poste. Et vos travaux portent sur la gestion de l'eau au Népal et en Inde, principalement dans les zones rurales. Vous travaillez donc sur les logiques paysannes de gestion de cette ressource. Vous avez publié, entre autres, un livre que vous pouvez vous procurer pour les personnes qui sont avec nous ce soir et qui est sur la table derrière. Un livre qui s'appelle « Une eau sans partage vers la fin des systèmes paysans ». Et à ma gauche, Isée Tardan-Masquelier, historienne des religions, spécialiste de l'hindouisme et du yoga, fondatrice du diplôme universitaire Culture et Spiritualité d'Asie que j'ai eu la chance de suivre, voilà, qui a été brillamment. Vous êtes auteur de nombreux livres, on va pas tous les citer, mais la fameuse encyclopédie du yoga notamment. Voilà. Et c'est avec vous, Isée, qu'on va ouvrir cette table ronde donc sur la question symbolique, la question du sacré. Donc, en tout premier lieu, l'Inde des eaux sacrées, à la fois celle des fleuves et celle où on va se baigner pour renaître, d'une certaine façon. Et ma première question va donc être sur les traditions indiennes, où l'eau est à la fois divinité, une offrande, une voie de purification. Et donc, comment pouvez-vous nous éclairer sur ce que révèle ce rapport à l'eau et par rapport à la vision du monde qui est très propre à l'Inde? Alors, il me semble que ça marche. Voilà. En y réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait deux formes de l'eau qui étaient très valorisées religieusement.
il y a la forme océanique et il y a la forme rivière. Alors ça, on le voit dès le début dans les premiers textes, qui sont les textes du Veda, où le monde qui prend forme, ou plutôt qui coagule, est envisagé comme une sorte d'embryon dans une matrice qui flotte sur les eaux primordiales, sur une sorte d'océan originel. Et quand ce monde émerge, cet océan originel, il est rejeté aux marges du monde. Et il devient un océan circulaire. On le voit d'ailleurs dans les représentations beaucoup plus tardives, c'est-à-dire médiévales et de l'Inde plus récente encore, où on voit très souvent ce que nous appelons le sous-continent, c'est-à-dire la terre indienne comme une sorte de mandala circulaire et qui est entourée par un océan. Et cet océan, au fur et à mesure où la littérature religieuse et mystique se développe, devient le symbole du grand tout qui enveloppe tout et dans lequel toutes les individualités s'immergent et se retrouvent dans un état indifférencié. Il est aussi une image du temps cyclique qui fait naître les choses, qui les fait croître, puis disparaître et renaître à nouveau, dans une sorte de rythme qui est indéfini, qui n'a ni commencement ni fin. Donc ça, c'est l'océan. Et puis, il y a les rivières. Alors, les rivières, elles sont aussi présentes dans les tout premiers textes de l'Inde, dans des récits de jeunesse du monde qui sont différents du précédent. Le récit embryonnaire, si je puis dire, le schéma embryonnaire est très important, mais il y en a d'autres. Et il y a par exemple ce récit mythique qui raconte que le dieu Indra, qui est un dieu de la foudre, des orages, du tonnerre, enfin c'est un dieu guerrier, libère les eaux courantes parce que elles étaient empêchées, rien ne pouvait exister, rien ne pouvait advenir parce que le néant empêchait que quoi que ce soit naisse. Et donc, Indra, qui est un dieu très dynamique, libère les eaux. Et ce sont des eaux courantes. Alors, des eaux pures, des eaux fraîches, des eaux lumineuses. Elles sont comparées dans le Veda aux aurores, mais aussi au lait des vaches, parce que ce sont des eaux qui sont fécondes. Elles fécondent la terre. Voilà. Donc, on a ces images qui sont très anciennes et qui sont restées fortes dans l'imaginaire du sous-continent, des peuples du sous-continent. Les rivières, ce sont des déesses. La Kaveri, la Tungabhadra, la Krishna, la Godavari, et bien sûr la Ganga, et non pas le Gange. La Ganga, qui est l'archétype de la rivière. Mais toutes les rivières forment une sorte de réseau comme des veines sur un corps. Parce que la terre de l'Inde, c'est en fait le corps de la déesse terre. Et les rivières sont comme ces artères, ces veines, ou ces courants énergétiques. Dans le yoga et dans les traditions tantriques, on parle des nadis, ces courants énergétiques. Ben, les rivières, c'est ça pour la terre de l'Inde. Voilà, donc ce sont des symboliques qui sont très puissantes en fait. Et vous parlez des veines et donc de la terre, et donc du coup il y a
cette comparaison avec notre propre corps et l'idée aussi que dans la Ganga, il y a beaucoup d'ablutions, de rites, de pratiques qui se font. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, la façon dont les transformations personnelles émergent en lien avec des rites et des pratiques au sein des fleuves ou rivières? Bon, oui, la Ganga, elle est un peu l'archétype. Il y a beaucoup de mythes qui se rapportent à elle. Euh, et elle a une force purificatrice. Alors, ça peut paraître curieux quand on voit le Gange aujourd'hui, mais d'abord, très probablement, dans l'Antiquité, c'était une rivière qui était beaucoup plus propre. En tout cas, dans sa partie haute, descendant des montagnes, c'était de l'eau très pure, et probablement ensuite aussi. Bon, mais en fait, sur le plan religieux, il faut découpler la pollution, la saleté, etc., et la purification. En fait, le rituel veut qu'on puisse se purifier dans une eau où il y a je ne sais combien de millions de bactéries au mètre cube ou au centimètre cube, même peut-être. Voilà, parce que le rituel a une efficience, une efficacité en soi. Et si la Ganga est si importante, c'est parce que elle irrigue une région qui est probablement la région de production de ces mythes à propos des eaux. Une région de royaumes qui se sont disséminés entre l'Indus et le Gange et la Yamuna et qui ont enfanté ces mythes autour des rivières. Et donc, c'est pour ça qu'elle a une telle importance. Alors, bon, on pourrait en raconter beaucoup des mythes. Il y a quelque chose qui est important, c'est que le Gange et la Yamuna, enfin la Ganga et la Yamuna, donc qui se rejoignent dans une ville qui était une ville sainte à la période ancienne, qui s'appelle Prayag, qui veut dire le confluent, et qui s'est ensuite appelé à l'époque moghole Allahabad. En fait, ces deux rivières, dans la mythologie, sont censées confluer avec une troisième rivière, la Sarasvati, qui est maintenant une rivière souterraine, mais dont les mythes racontent qu'au début du monde, la Sarasvati coulait sur la terre. Alors, peut-être que c'est le souvenir enjolivé, enfin mythifié, si je puis dire, de transformation du cours des eaux dans cette région, qui était une région à tremblement de terre, c'est possible. Voilà. Et donc ce lieu est un lieu très sacré et c'est là en particulier qu'a lieu la fameuse Kumbh Mela, qui n'est pas le seul des pèlerinages, loin de là, pas forcément aujourd'hui à cause de la foule immense le plus intéressant, mais voilà, c'est là, voilà un lieu particulièrement sacré. Et puis tout le long des rivières, il y a les ghats, c'est-à-dire ces escaliers qui descendent vers la rivière et qui sont des lieux sacrés parce que ce sont des lieux de passage vers la rivière. Merci. À propos de la Kumbh Mela, comme je sais que vous avez pu y assister cette année et sans doute aussi de nombreuses fois, et je pense que sur le thème de l'écologie de l'eau et la pollution, vous avez peut-être quelque chose à ajouter, ainsi que je vous laisserai la main, mais je vous fais deux ouvertures. En préparation, vous avez mentionné aussi le questionnement de Gandhi par rapport à la traversée des océans et c'est voilà. Donc, je vous laisse faire cette transition sur ces deux Ouais, ouvertures. oui, c'est pas mon cœur de spécialité comme ici, mais deux anecdotes que je trouve intéressantes. Ici, lorsque vous parliez de l'eau comme l'océan, l'eau comme rivière, il y a aussi cette idée de l'océan que vous avez tracé comme limite de l'Inde.
Et puis cette règle, je crois, des eaux noires, Kalapani, qui en gros interdisait plus ou moins aux hindous de franchir l'océan sous peine d'aller voir le monde, en fait, en quelque sorte, de sortir de l'Inde sous peine de perdre leur caste, puisque c'était quitter l'Inde, c'était quitter le pays des Védas qui les ont instaurés. Et donc, lorsque Gandhi est parti étudié en Angleterre à la fin du 19e siècle, lorsque Gandhi est en partie devenu Gandhi, sa communauté au Gujarat s'y est opposée, il ne les a pas écoutés et donc il a été excommunié. Alors, cette sortie comme ça un peu de l'orthodoxie qu'il a ouvert plus tard au monde, elle lui a finalement été pardonnée et elle n'a pas gêné la vie qu'on lui connaît, mais il a quand même dû faire acte de constriction et faire un rituel purificateur hein, à son retour d'Angleterre. Sur la Kumbh Mela à laquelle j'ai assisté, ou sur le Gange, la Gange, la Ganga en général, c'est vrai que voilà, en tant que journaliste ou en tant qu'observateur extérieur au monde indien, on peut être très frappé quand même par la pollution de ce fleuve. Et pourtant, Narendra Modi, avant même d'être élu à la tête du pays, il avait été élu député de Varanasi, la ville sainte qui coule au bord du fleuve. Il avait promis de le nettoyer. On a vu toutes sortes d'autres promesses comme ça sur la Yamuna à New Delhi, et ça ne se fait jamais. Alors c'est un mélange d'obstacles, hein, l'absence évidemment de stations d'épuration suffisantes, des égouts qui finissent illégalement dans les cours d'eau, et puis des politiques publiques qui sont insuffisantes et de toute façon qui sont rongées par la corruption, les industriels qui restent impunis, etc. Et c'est vrai que c'est un paradoxe qui est difficile à s'expliquer. Une des raisons, c'est évidemment le conflit entre la religion qui fait de l'eau un élément sacré et puis le développement qui fait de l'eau un élément sous pression, hein, et puis le développement finalement l'emporte. Mais je pense que ce que disait Issei est aussi assez vrai et j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Ce n'est pas autant un paradoxe qu'on voudrait le croire. En fait, du Gange est tellement sacrée que finalement, le fait qu'elle soit polluée est quand même un peu accessoire, même si évidemment ça peut révolter et ça révolte des Indiens, des défenseurs de l'environnement, etc. Mais les pouvoirs que cette eau procure par rapport aux maladies auxquelles elle expose, si tant est que les Indiens qui s'y baignent en soient parfois conscients, n'ont rien à voir en fait. Et puis, on utilise le même mot. Alors, il faudrait purifier l'eau du Gange au sens de la purifier de ses microbes avec des stations d'épuration. Et l'eau du Gange purifie les hommes, mais on ne parle pas du tout de la même purification. Dans un des cas, c'est une purification physique de l'eau, et dans l'autre cas, c'est une purification spirituelle, si on veut, en tout cas une purification de l'être. Et le fait que l'eau soit polluée dans un cas n'entame pas son pouvoir dans l'autre cas. Merci. Oui, oui, c'est pas le même registre. C'est pas le même registre. C'est intéressant. Pas du tout. Du coup, on a pu ouvrir déjà sur la ressource de vie spirituelle que l'eau a en elle-même. Donc, on a vu aussi que c'était aussi une ressource de vie biologique. Et avec vous, Olivia, on va peut-être commencer à ouvrir la question sur cette expression, le stress hydrique qui arrive. Depuis votre expertise, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux, nous expliquer justement ces déséquilibres hydriques et quelles seraient les conséquences humaines et économiques? Voilà. Tout à fait. Alors, je voudrais d'abord rappeler deux, trois fondamentaux avant de prendre deux exemples particuliers pour illustrer mes propos. Alors déjà, quand on veut parler à l'échelle du pays, on s'aperçoit que de parler de l'eau à l'échelle du pays, on va être confronté à une diversité de situations et de climats.
Donc, vous comprendrez que c'est pas la même chose quand on va parler de ce qui se passe au Rajasthan ou au Ladakh, où il pleut 100 à 150 millimètres par an, ou alors dans le nord-est de l'Inde, qui a quand même le maximum pluviométrique mondial, avec 25 millimètres, 2500 millimètres, quoi, donc 2,50 m par an. Ensuite, on est dans un climat de mousson, ce qui veut dire que 80% de la pluie va tomber pendant 4 mois. Alors, dans la majorité des cas, ça va être du mois de juin au mois de septembre, mais dans la côte est de l'Inde, ça va être la saison des pluies est plutôt de novembre à janvier, ce qui explique d'ailleurs en ce moment les pluies qui ont été diluviennes au Sri Lanka, c'est cette période-là. Donc, pluie intense qui va provoquer des inondations et des glissements de terrain. Et donc, depuis des siècles, en fait, les sociétés indiennes ont été confrontées à ces pluies intenses pendant la mousson et des grandes périodes de sécheresse. Donc, une grande variabilité des pluies et des périodes de sécheresse. Et du coup, elles sont très riches en techniques hydrauliques traditionnelles. Je veux bien la prochaine diapo. Pardon. Et donc, elles ont pris l'habitude d'aller capter l'eau là où elle était disponible, d'aller la chercher en profondeur. Et les puits à escalier ou en marche, les fameux stepwells du Gujarat sont très renommés pour ça. Donc, on va vraiment à plusieurs étages en profondeur chercher l'eau. Ou alors les étangs de l'Inde du Sud, on voit là l'image satellite où ils sont vraiment qui parsèment complètement le paysage, pratiquement un étang par village. Sachant que, en fait, la majorité, une grosse partie des rivières sont quand même à sec et ne sont pas pérennes. Donc, l'image que vous avez à droite, c'est une image assez fréquente en Inde. Donc, voilà. Et le troisième point, quand même, c'est que tous les besoins dans tous les domaines ont été accrus. Alors, certes, c'est lié à la croissance démographique avec une population qui a plus que triplé depuis 1960 et qui s'est énormément urbanisée, donc des besoins domestiques importants. Mais c'est aussi dû à des politiques d'utilisation des ressources et des façons de consommer et de produire, comme partout ailleurs dans le monde, hein, il n'y a pas que l'Inde, mais qui va valoriser aussi, qui va utiliser les nouvelles techniques pour stocker plus d'eau, pour l'emmener plus loin, pour la chercher plus profondément. Donc, on est toujours dans un plus dans l'utilisation des ressources. Et ça a permis, donc on a comme ça une industrialisation du pays qui est possible. Et on a aussi, l'irrigation a permis une augmentation de la production agricole avec les politiques de construction des barrages qui ont été initiés par les Britanniques pour lutter contre les crues, pour apporter de l'eau aux plantes avec les rivières qui sont fécondes, pour produire de l'hydroélectricité, ce qui est d'ailleurs le gros enjeu actuellement pour la construction des barrages. Et donc, toute cette politique ne s'est pas cessée, elle s'accentue au contraire. Et à la fois, parallèlement, il y a eu toute la révolution verte dont vous avez certainement entendu parler, qui a commencé dans les années 1960, qui a permis d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et celle-ci, elle est basée essentiellement sur le développement de l'eau souterraine. Et donc, quand on regarde pour ce qui se passe sur l'Inde, et justement, je vais utiliser cette eau souterraine comme exemple pour montrer tout ce stress hydrique. Donc, car c'est vraiment emblématique. Alors, l'Inde a la plus grande superficie irriguée mondiale et surtout la plus grande progression vraiment fulgurante de l'utilisation de l'eau souterraine pour l'irrigation. Je pense que ce schéma est assez parlant et que je n'ai pas besoin de le commenter. Alors, comment le comprendre et quelles en sont les conséquences? Alors,
le comprendre, parce que depuis la Révolution verte, comme je disais, tout a été fait pour utiliser l'eau souterraine. On a fait des emprunts, on a fait des prêts bonifiés, on a électrifié la campagne, on a fait une électricité qui est subventionnée quand c'est à usage agricole. Donc, en fait, ça permet à presque tout le monde d'avoir accès à l'achat de pompes, etc. Et pour l'agriculteur, en fait, cette irrigation par eau souterraine, elle a énormément d'avantages. Ça permet d'avoir l'eau là où avant il n'y en avait pas, où on dépendait que de l'irrigation collective par eau de surface. Ça permet de choisir quand est-ce qu'on va semer, on n'est plus dépendant du voisin, etc. Ça permet donc aussi de lever un peu les contraintes climatiques, pas complètement, mais un minimum, surtout les forages. Donc voilà, il y a énormément détenir un forage est devenu comme l'élément qui semble être le nécessaire pour pouvoir avoir une certaine prospérité économique. Et puis, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est très important. Et donc, au cours des dernières décennies, je vais bien l'approcher, on a vu un développement très important de ces forages, de ces puits. Et donc, vous pouvez voir, on va de plus en plus loin, surtout depuis que les pompes submersibles sont arrivées. Et donc, on a une réelle quête effrénée. Tout le monde veut sa pompe, son forage, son puits, etc. Donc, il y a une course à l'accès à l'eau souterraine qui est vraiment impressionnante. Alors, à l'échelle du pays, qu'est-ce que ça signifie? Des millions de puits et de forages qui existent. Alors, d'après Toucharcha, qui est un spécialiste de l'irrigation par eau souterraine de façon anarchique. Et puis, dans les villages, on va voir que la profondeur du forage va être révélateur du statut social et qu'en fait, tous ces propriétaires de forage vont être les nouveaux maîtres de l'eau. Donc, on voit bien que tout ça va complètement bouleverser les rapports de force au niveau des villages. Et donc, les conséquences. Alors, dans un premier temps, parlons des conséquences environnementales. Une baisse drastique de toutes les nappes souterraines. C'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et donc, l'accès en devient de plus en plus difficile. Dans les zones côtières comme Pondichéry, que certains d'entre vous connaissent peut-être, le territoire de Pondichéry utilise pratiquement pour tous ses usages de l'eau, que ce soit domestique, industriel ou agricole, utilise l'eau souterraine. Et ça a impliqué aussi une intrusion d'eau saline du fait de cette différence de pression. Ensuite, dans des régions comme la plaine du Gange, et notamment au Bangladesh, c'est là qu'on l'a découvert en premier, mais c'est aussi au Bihar et dans d'autres endroits, on va avoir les forages, il semblerait que ce soit les extractions importantes qui ont fait une déminéralisation de la roche, de l'aquifère, et notamment de l'arsenic contenu naturellement dans les roches, et en fait qui se retrouve dans l'eau, et donc l'eau est complètement contaminée, et ça a bien sûr des effets vraiment très problématiques d'un point de vue santé publique. Voilà, donc les baisses, ça c'est le côté environnemental, mais il y a aussi des problèmes sociaux et économiques, bien sûr, parce que souvent, par exemple, les puits qui sont très peu profonds, qui sont de quelques mètres, 3, 4 mètres, 5 mètres, sont généralement les puits des petits paysans. Et ceux-là, ils sont plus du tout, très vite, ils sont asséchés et ils sont plus du tout utilisables. Donc, ça va créer, bien sûr, une dépendance vis-à-vis de d'autres personnes. Donc, ça va accentuer les inégalités d'accès à l'eau. Et comme le dit l'analyse d'Anil Agarwal, la spoliation des ressources naturelles va de pair avec l'accroissement des inégalités. Et ça, on va le retrouver dans tous les domaines. Et donc, tous ceux qui ont les moyens financiers, que ce soit des propriétaires de puits ou des propriétaires de forages, vont surcreuser leur infrastructure. Donc, on voit la masse de terre là qui est en fait la trace de surcreusement pour vous montrer la quantité qu'il a fallu enlever. Dans d'autres endroits, pour l'eau, ici, c'est pour aller accéder au Madhya Pradesh, à Mandu, pour ceux qui connaissent, pour accéder à l'eau
domestiques qui vont boire. On va surcreuser aussi également le puits. Donc, et puis vous avez certainement vu, j'ai pas voulu le mettre, mais les queues devant les pompes collectives et qui s'accumulent et les temps qui s'allongent du fait que eh ben, les nappes sont de plus en plus difficiles à atteindre, s'épuisent et donc sont contraints, ils subissent la pénurie également. Tout ça pour dire, on arrive un peu aux villes quand même. Oui. Dans les villes, avec l'accroissement des villes, on va aussi avoir une demande accrue. Et chercher l'eau à l'extérieur est nécessaire. Donc, on voit de plus en plus d'infrastructures qui vont chercher l'eau à l'extérieur. Mais parfois, les infrastructures ne suivent pas complètement l'extension des villes. Et j'ai pu voir, par exemple, il y a 20 ans, à l'extérieur, au sud de Chennai, donc Madras, toute une zone qui avait arrêté l'agriculture parce que les agriculteurs avaient un meilleur revenu en vendant l'eau aux camions-citernes qui alimentent la ville que en produisant une culture. Et d'ailleurs, cette zone maintenant est complètement couverte d'immeubles. Hein. Donc voilà. Donc on voit bien que à la fois à l'intérieur même d'un secteur, on a une compétition entre les gros, les petits agriculteurs, etc. Mais aussi une compétition entre secteurs. Donc là, entre agriculture, par exemple, et la ville. Mais on a plein d'autres exemples. Je ne vais pas citer Coca-Cola, qui est très connu, entre ville, entre industrie et village. Enfin voilà, il y a plein d'exemples qui existent comme ça de compétition entre les secteurs. Et donc, on va se retrouver, si je reviens au niveau villageois, on va se retrouver dans une situation très étonnante où tous les agriculteurs sont conscients qu'il y a une baisse du niveau des nappes. Ils sont tous obligés d'approfondir leur puits et leur forage, mais ils sont très peu nombreux à essayer d'utiliser moins d'eau. Alors, quand on leur demande comment expliquez-vous cette baisse du niveau, il y a plusieurs réponses. Il y en a qui disent c'est l'industriel d'à côté qui pompe trop. Il y en a d'autres qui disent oui, effectivement, on pompe beaucoup, on est peut-être un peu responsable, mais en fait, on n'a pas le choix. Parce que les seules cultures qui sont rentables sont celles qui consomment beaucoup d'eau. Donc, en fait, ils sont aussi dans un modèle économique qui leur donne pas le choix. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, c'est à cause du ciel sec. Donc, ils vont un peu naturaliser, rendre la chose comme si c'était le côté naturel. Et c'est une façon de ne pas aussi se remettre en cause nos propres pratiques. Et j'en viens au côté du deuxième exemple, du changement climatique. Et donc, sur le changement climatique, notamment en Himalaya et la fonte des glaciers. Vous avez tous entendu parler, donc là, je veux bien la dernière diapo. Sur le changement climatique, vous avez tous entendu parler de la fonte des glaciers himalayens. Donc, effectivement, ils fondent. Mais je voudrais quand même apporter deux petits éléments deux éléments pour mettre un bémol à ces projecteurs qui ont été mis sur les glaciers. Premièrement, à l'échelle de l'Himalaya, ce n'est pas la même dynamique de fonctionnement. Il faut vraiment distinguer ce qui se passe à l'est de ce qui se passe à l'ouest. À l'ouest, on a des glaciers qui vont se recharger avec des précipitations l'hiver. Et l'été, ça va fondre et ça va alimenter les rivières. Donc, je pense particulièrement à l'Indus. À l'est, donc là, on n'a pas spécifiquement une grosse fonte des glaciers. À l'est, en revanche, le système est un peu plus complexe parce qu'en été, il y a à la fois une recharge par les précipitations moussons et à la fois une fonte du fait des températures d'été. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup de lacs glaciaires qui se forment. Donc, ces lacs glaciaires, c'est la fonte du glacier et avec l'eau qui est retenue par la moraine. Et quand la moraine lâche, ça crée une débâcle qui va tout emporter sur son chemin. Et ça, c'est effectivement très dangereux. Et c'est un des éléments qui est surveillé, mais tous ne sont pas surveillés. Donc ça, c'était le premier point. C'est pas la même chose à l'est, à l'ouest, on peut pas généraliser. Deuxième point, les projecteurs ont été mis sur la fonte des glaciers, surtout depuis une erreur d'un rapport du GIEC dans les années 2000. Mais pour les populations locales, ce n'est pas forcément la fonte des glaciers qui est le plus important. Ce qui est le plus perturbant,
c'est le changement dans dans la pluie, le calendrier des pluies de mousson. Elles arrivent un peu plus tard, donc ils peuvent pas semer à temps, et elles tardent à l'automne. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire sécher la production. Et en fait, pour les populations rurales qui sont encore très importantes, je parle surtout de l'Himalaya là, mais ça va toucher aussi les populations de plaine. Quand vous avez des inondations qui durent plus longtemps que la simple mousson habituelle, eh ben, on ne peut plus faire sécher le riz, on ne peut plus tout pourrir, et donc ça pose des problèmes. Voilà. Merci. Et par rapport à cette question climatique et qui touche aussi donc les populations, est-ce qu'il y a vous pouvez nous éclairer sur les migrations climatiques, sur les mouvements de population et je pense aussi que Com pourra éclairer aussi cette question, comment aussi voilà, les populations peut-être bougent et aussi les politiques locales, comment est-ce qu'elles sont impactées Alors, je vais parler c'est pas mon sujet. Comme ça nous permettra de passer voilà, la main à Com. Voilà, c'est pas mon principal sujet, mais obligatoirement voilà une vue. Je connais une un vision. petit peu les problèmes des inondations dans la plaine du Népal et dans le Terai et au Bihar, où on a eu une politique depuis l'indépendance de mettre de canaliser absolument tout pour essayer de protéger les populations de ces inondations. Sauf qu'en fait, ce sont des rivières très chargées. Il y a énormément de vases, de sable qui descend aussi. Donc, en fait, les inondations, elles durent plus longtemps parce que l'eau est piégée. Elle peut plus, au contraire, les rivières ne peuvent plus s'écouler vers les rivières. Donc, les inondations durent plus longtemps. Pour en revenir aux migrations, eh ben, moi, je peux pas dire qu'il y a forcément plus de migration au Bihar. Le Bihar est de toute manière un État très pauvre où les hommes vont à la ville pour trouver du travail. Les femmes restent. Et pendant les inondations, eh ben, femmes, enfants et vieillards sont encore dans les villages, quoi. Donc, ils restent, ils bougent pas tant que ça. Et donc, je peux pas dire que là, j'en ai observé personnellement. Après, c'est pas mon sujet principal. Oui, mais vous avez un œil quand même dessus, voilà. Comme je reviens vers vous pour cette question des risques climatiques dans la préparation aussi. Vous avez mentionné les tensions autour de la rivière Kaveri et le Tamil Nadu, mais peut-être aussi vous pouvez préciser pour nous des choses sur les politiques locales et les déplacements éventuels de population avec votre expertise. Moi non plus. Vous m'entendez? C'est-à-dire que... Oui, j'ai l'impression. Allô? Oui. Vous m'entendez toujours? Oui, très bien. Allô? Ah, ok, je n'étais plus sûr. Oui, la question des migrations climatiques, elle n'est pas évidente à quantifier puisque ça dépend évidemment de ce qu'on entend par migration et aussi ce qu'on entend par climatique. Il y a des migrations qui sont temporaires, des migrations qui sont définitives, des migrations qui sont liées à des catastrophes naturelles mais qui ne sont pas forcément directement climatiques et des migrations qui sont liées à des facteurs climatiques mais qui peuvent aussi s'ajouter à des facteurs économiques. Donc, tout ça est quand même dur à vraiment observer. J'avais noté que quand même l'ONG Internal Displacement Monitoring Center plaçait l'Inde parmi les pays les plus touchés par les déplacements liés aux catastrophes climatiques ou naturelles, avec 5 millions de personnes déplacées en 2024 et 32 millions sur la décennie. Donc, encore une fois, ces mouvements sont le plus souvent temporaires, mais quand même, ils témoignent d'une forte vulnérabilité. Moi, dans mes reportages, j'ai pu m'intéresser à plusieurs zones particulièrement touchées, particulièrement vulnérables, le nord-est de l'Inde notamment, avec donc la grande rivière du Brahmapoutre que le Gange va rejoindre ensuite au Bangladesh et le plateau donc du Brahmapoutre dans l'Assam où j'ai pu me rendre 2 années de suite en 2021 et 2022, je crois, pour des crues géantes. Ce qui m'a frappé, c'est que ce sont des populations qui ont vraiment l'habitude des crues. Et tous les villages dans cette région sont construits sur pilotis, mais des pilotis qui peuvent être très hauts, plus d'1 mètre. Et pourtant, malgré cela,
petit à petit, les habitants sont dépassés parce que les crues deviennent plus soudaines, plus violentes, ingérables, et aussi parce qu'on est victime de différents projets de canalisation et de digues qui aimeraient au contraire permettre de canaliser l'eau lorsqu'il y en a trop, mais qui en fait, à force de bétonifier, renforcent le problème. Ce qu'on a vu aussi, évidemment, avec la fonte des glaciers, mais aussi avec les inondations, toute la région himalayenne, qui est très, par nature, comme elle est montagneuse, très vulnérable au glissement de terrain, aux inondations éclairs. Et tout ça, ça s'est aussi renforcé récemment parce que dans le cadre de, notamment, de la compétition avec la Chine sur le toit du monde et puis de la volonté du développement du tourisme dans ces régions, on construit beaucoup de grandes infrastructures, des grands travaux de routes, des barrages dans cette région qui géologiquement est très très sensible et parfois sans les études préliminaires qui seraient nécessaires. Et en cas d'inondation éclair, ces infrastructures s'effondrent et rajoutent au chaos. Et puis aussi l'Inde du Sud, effectivement, avec des inondations. Là, je parle que des inondations hein, pour l'instant, les inondations récentes, notamment à Chennai, et puis au Sri Lanka, où j'étais il y a 10 jours, hein, dont je reviens, et où l'on parle des pires inondations de l'histoire du pays, avec plus de 400 morts et un coût économique encore incalculable, mais qui va être immense pour cette île qui sortait déjà d'une crise économique. Alors, si on parle plus au sud, comme vous l'avez évoqué, évidemment, alors là, plutôt aussi beaucoup aussi des problèmes de sécheresse. Je dirais que c'est des régions de l'Inde qui fait face aux deux, inondations et sécheresse, donc au Karnataka, au Tamil Nadu, au Telangana, où on voit, comme on l'a dit, hein, l'épuisement des nappes, la baisse des pluies, la pression agricole qui pousse à forer toujours plus profond et certaines familles rurales déjà vers les villes. Encore une fois, ce n'est pas des exodes massifs d'un coup, mais plutôt des départs progressifs dont on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont purement climatiques. C'est l'un des membres de la famille qui part travailler à Bangalore et à Chennai, puis le reste qui suivra une fois que l'agriculture ne permettra plus de garantir un revenu. Moi, j'habite à Bangalore, qui est la grande ville de l'Inde du Sud avec Chennai. C'est une ville assez intéressante de ce point de vue-là, assez inquiétante aussi, qui fait face à vraiment sans doute une des pires crises hydriques de la planète, parce que c'est une des seules mégapoles au monde, je crois qu'on en est à plus de 13 ou 14 millions d'habitants à Bangalore, qui a poussé très rapidement sans être directement connecté à une rivière, un lac ou à la mer. Donc voilà, une ville de 14 millions sans accès direct à l'eau. Et l'année dernière, voilà, il y a eu un déficit record de moussons. Ce sont des choses qui sont appelées à devenir de plus en plus fréquentes. Et là, on a vu la ville vraiment au bord du gouffre à cause de son expansion urbaine incontrôlée, de la bétonisation des sols qui ne permet plus aux nappes phréatiques de se reformer lorsqu'il y a de la pluie, de la disparition des lacs. C'était une ville qu'on appelait, je crois, la cité aux 1000 lacs. Il en reste qu'une trentaine, par ailleurs, extrêmement polluée. Et voilà, des scènes très, très difficiles, puisque d'un côté, les plus pauvres ont dû faire des queues interminables pour obtenir quelques litres, pendant que les plus riches, eux, ont soit carrément quitté la ville, vraiment fui la ville pendant parfois plusieurs semaines pour aller dans une résidence secondaire, par exemple, ou là où ils avaient un accès à l'eau, ou se faire approvisionner par des camions-citernes à prix d'or. Ces camions-citernes qui aggravent aussi le problème, puisque, comme on le disait, ils vont aller forer de façon en plus illégale, de plus en plus profond, parfois en prenant l'eau des agriculteurs qui n'ont pas leur mot à dire parce que les mafias locales ne les laissent pas parler. Donc voilà, c'est une situation qui a finalement été résolue cette fois en détournant l'eau de la rivière Kaveri, qui est un petit peu plus au sud de Bangalore.
Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive et l'eau de la rivière Kaveri, c'est une source de grande tension entre l'État en amont, le Karnataka, et l'État en aval, le Tamil Nadu, qui en a lui aussi besoin. Et Merci, donc, merci. voilà, on voit Oui, comme vous restez avec nous parce que j'ai d'autres questions pour vous. On va ouvrir en partant de ce stress hydrique et des problèmes écologiques et de population. On va ouvrir sur le politique et la géopolitique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'actualité du conflit entre le Pakistan et l'Inde pour nous relater les faits, comment l'Inde menacerait le Pakistan en lien avec l'alimentation d'eau fournie par l'Indus, justement, dont vous parliez tout à l'heure? oui, oui, oui. Alors, d'abord, peut-être pour cadrer les choses, euh, de quoi est-ce qu'il est question entre l'Inde et le Pakistan? C'est du traité de l'Indus. Donc, ça, c'est un traité qui a été signé en 1960 entre les deux pays et qui, même s'ils font souvent l'actualité pour se détester, pour se faire la guerre ou des escarmouches, est un traité plutôt exemplaire, hein. Je crois malgré toutes ces tensions, il n'a jamais été rompu. Il est considéré comme un des accords d'eau les plus stables du monde. Il a été noué sous l'égide de la Banque mondiale et il garantit à l'Inde certaines rivières qui sont plutôt à l'est, au Pakistan des rivières plutôt à l'ouest, dont l'Indus dont on parle. Les points de bascule, ça a été deux attentats, un en 2019, un surtout plus récemment en 2025, dans le Cachemire indien, qui est une région que les deux pays se disputent, donc dans une zone qui s'appelle Pahalgam, où il y a eu, je crois, 60 personnes qui ont été abattues par des terroristes. Cet attentat a été attribué par l'Inde au Pakistan. S'en est suivi un conflit armé de plusieurs jours entre les deux pays avec des dizaines de morts. Finalement, les choses se sont calmées, notamment, en tout cas, c'est ce que Donald Trump prétend. Donald Trump prétend qu'il aurait forcé les deux pays à arrêter leur guerre. L'Inde prétend que c'est de son propre chef qu'elle a fait taire les armes, mais en tout cas, le conflit, heureusement, s'est arrêté avant de dégénérer. Mais New Delhi a annoncé la suspension du traité de l'indice. Et ça inquiète. Alors, c'est un geste qui est plus politique que juridique, puisqu'il n'y a pas de clause dans le traité de l'Indus qui permet de le suspendre. Et si tant est qu'un jour il était suspendu, il faudrait que ça se fasse en accord et avec le Pakistan et avec la Banque mondiale. On ne peut pas comme ça le suspendre unilatéralement. Mais ce qu'il faut comprendre par suspension du traité de l'Indus, c'est que l'Inde ne se considère plus tenue par les obligations qui sont prévues dans ce traité en termes de nombre de litres d'eau qu'elle doit laisser au Pakistan et que comme elle contrôle les sources du fleuve en aval, elle menace en gros, de couper le robinet au Pakistan s'il devait continuer de son côté à menacer son territoire avec des attaques terroristes. Et du coup, on peut imaginer les impacts sur les communautés locales. Et est-ce que ça peut aller jusqu'à un conflit armé plus conséquent et qui prendrait vraiment naissance sur ce sujet-là, le traité de l'Indus ou l'eau en général? Alors, si ces menaces étaient mises à exécution, l'impact serait inimaginable, puisqu'il y a 80% de l'agriculture qui dépend de l'Indus au Pakistan, surtout dans les provinces du Punjab pakistanais et du Sindh. Donc, ça voudrait dire des pénuries d'irrigation, la perte des cultures de blé, de riz, de coton, une insécurité alimentaire qui pourrait dégénérer en tension provinciale, inflation des prix et même voire instabilité politique pour le Pakistan. Donc évidemment que les conséquences seraient terribles. La bonne nouvelle pour le Pakistan, en tout cas, c'est que selon les experts qui se sont pas mal penchés sur la question au moment de ce conflit après les attentats à Pahalgam, couper l'eau de l'Indus comme le ministre de l'Intérieur indien a plusieurs fois dit vouloir le faire,
ce n'est vraiment pas si facile. Le fleuve est contrôlé par tout un tas de réseaux complexes de barrages et de canaux, et bon, on peut faire monter l'eau d'un barrage temporairement, mais au bout d'un moment, ça va déborder. Le seul moyen, ce serait de complètement détourner le flux de l'Indus pour qu'il aille uniquement vers l'Inde. Ça coûterait un prix exorbitant et ça prendrait de longues années. Et ce serait en plus pour l'Inde prendre le risque de s'inonder elle-même. Donc, c'est seulement à la marge que l'Inde peut en réalité menacer de couper l'Indus. Mais ça suffit à entretenir voilà, des craintes et une rhétorique d'une guerre de l'eau, qui est un terme qui est utilisé par les commentateurs depuis les conflits de 2019 et de 2025, mais aussi par le Pakistan qui a juré, après les menaces de l'Inde, que toute diversion des eaux de l'Indus par l'Inde, toute violation du traité de l'Indus serait considérée comme une déclaration de guerre. Alors, cette guerre, à quoi elle pourrait ressembler? Oh, on espère, en tout cas, en fonction des réalités géopolitiques, on parle quand même de deux puissances nucléaires qui, depuis leur création en 1947 à la partition des Indes britanniques, se sont souvent affrontées, mais ne sont pas non plus rentrées dans une guerre totale. Donc, on peut penser que sans doute c'est assez peu probable qu'on en vienne à une guerre nucléaire pour l'Indus, mais par contre, un risque de conflits limités, répétés, d'incidents frontaliers, si l'Inde devait accélérer la construction des barrages ou du détournement de l'Indus en risque enfin, en vue de menacer le Pakistan. Euh, voilà. Bon, je pense quand même que c'est une stratégie qui est peu probable et qui est aussi risquée parce qu'elle pourrait se retourner contre l'Inde dans une sorte de précédent juridique, parce que l'Inde vit une situation un peu miroir de celle qu'elle a au Pakistan avec la Chine et le Brahmapoutre. L'Inde contrôle l'Indus en aval dans le cas du Pakistan. Dans le cas du Brahmapoutre, c'est la Chine qui contrôle le Brahmapoutre en aval de l'Inde. Et si l'Inde, si tant est que c'était possible, mais si l'Inde se mettait à complètement détourner l'Indus et le garder que pour elle, elle n'aurait plus la légitimité devant les institutions internationales de se plaindre du fait que la Chine fait la même chose avec le Brahmapoutre. Donc, je pense quand même que les diplomates et les stratèges indiens ne vont pas se tirer une balle dans le pied, et on finirait ainsi avec un exemple qui nous l'a peut-être un peu prouvé récemment, puisqu'une voiture piégée a explosé à New Delhi, a fait 15 morts, et que l'Inde a attribué cette attaque au Pakistan. Et elle avait bien promis que n'importe quelle nouvelle attaque euh, conduirait à la reprise totale de la guerre et à voilà, à la fermeture totale du débit de l'Indus. Et en fait, il n'en a rien été. Le conflit n'a pas repris et les disputes sur les eaux de l'Indus sont plutôt au point mort, mais en tout cas n'ont pas repris. Alors, il y a plein de raisons. Une des raisons pourrait être aussi que l'Inde négocie en ce moment avec Donald Trump qui lui a infligé de très hautes barrières douanières. Donald Trump qui voit tout cela d'un très mauvais œil parce qu'il a besoin de l'Inde et du Pakistan. Le minima que l'on peut en conclure, en tout cas, c'est que l'Inde n'est pas d'humeur à un conflit à grande échelle. Bonne nouvelle. Vous nous rassurez, comme. Merci, merci à vous trois. Peut-être vous allez prendre chacun la parole pour pouvoir nous faire comme une synthèse, relier ces différents plans, peut-être autant de votre point de vue à vous d'expert, mais aussi au regard de ce que vous avez entendu, de ce que vous connaissez par ailleurs, pour avoir une perspective globale. Isée, est-ce que vous voulez démarrer? Perspective globale, enfin, moi, on va continuer encore un peu, mais j'ai déjà pris beaucoup de plaisir à cette table ronde, en ce sens que
elle est la rencontre de points de vue qui sont très différents et de méthodologies qui sont très différentes. Donc, après, faire une synthèse n'est pas évident. Si je repense à la chose à laquelle on a touché, Côme et moi, qui est la différence entre une pureté qui serait d'ordre purement physique, qu'on peut analyser physique et chimique, hein, une pureté de l'eau, et la dimension symbolique que j'appellerais plutôt une dimension de purification. Bon, ben, il y a vraiment là deux univers de signification qui s'entrechoquent en quelque sorte, qui sont extrêmement différents. Donc, une synthèse me paraît difficile. En revanche, il y a des échos, je dirais. Et ces échos, je pense qu'il faut les situer dans un contexte de renaissance, alors depuis de nombreuses années, mais de manière plus active, plus virulente aujourd'hui, d'un hindouisme militant qui entend puiser dans ses traditions des interprétations qui pourraient renforcer l'unité des hindous dans le monde d'aujourd'hui. Et là, on voit que tous les grands rituels, qui étaient des rituels classiques, mais qui pouvaient avoir une dimension tout à fait provinciale, et en tout cas qui n'étaient pas instrumentalisés politiquement, ils le sont maintenant. Ça, on le voit. Et donc, l'eau, là, la symbolique de l'eau, l'importance des rivières, aussi de l'océan. Enfin, quand on voit ce qui se passe à Bombay après les fêtes de Ganesh et toutes ces divinités de carton-pâte qui sont jetées dans l'océan et dont les pigments, les couleurs colorent cet océan pendant plusieurs jours. Voilà, on est frappé de ça et on se dit que ces fêtes hindoues, quand elles sont aussi instrumentalisées que cela, elles font bon marché de l'écologie. Hein. Elles font bon marché de l'écologie. Donc, je vois beaucoup de points de synthèse, je vois des points à la fois de tension et en même temps tout l'intérêt d'aborder le sujet à partir de points de vue, d'angles, qui sont des angles qui sont très différents les uns des autres. J'irais dans le même sens en disant, en fait, l'eau, c'est un des éléments qui touche le plus à tous les domaines, que ce soit symbolique, politique, social, économique, environnemental, etc. Il touche à tout. Donc, c'est vraiment quelque chose on est obligé de l'aborder sous tous ces angles et qui permet comme ça, c'est souvent de plus en plus abordé de façon interdisciplinaire parce que justement, et parce que c'est systématiquement, mais même au niveau des personnes, par exemple, pour parler du Gange et de la pollution et pourquoi c'est pas encore dépollué, etc. Il y a eu une très bonne thèse qui a été faite là-dessus il y a quelques années par Bérénice Girard sur justement la place, le rôle des ingénieurs dans le choix des infrastructures, etc. Pour le faire court, il y a deux grandes façons de voir les choses. C'est soit on fait des grands systèmes très coûteux, très modernes, qui sont plus à l'échelle de l'Inde, soit on va faire des modèles plus respectueux de ce qui se passe localement, qui va faire attention à la dimension symbolique et religieuse de la rivière, etc. Mais même si on est dans un même courant, on peut avoir des confrontations. Tout ça se combine sans arrêt. On a différents niveaux qui vont se combiner, d'où les différentes tensions qui existent et que c'est un sujet qui est très complexe à mettre à traiter dans le sens et à trouver des solutions parce qu'on va avoir des gens qui vont penser plus à leur profit personnel qu'au profit général, mais ça c'est très souvent, c'est
normal, et surtout dans un pays pauvre. Et malheureusement, c'est souvent les plus pauvres et les plus démunis qui vont être les plus affectés par le manque de solutions et sachant que, comme j'ai montré par exemple par rapport à l'eau souterraine, comme l'eau baisse de plus en plus, et ben on peut plus utiliser certaines techniques traditionnelles le puits est sec, donc on peut plus y accéder. Donc en fait, on est un peu dans pas une course en avant, mais voilà, on va dépendre d'autres techniques, on peut plus forcément fonctionner comme avant. Et c'est tous ces éléments-là, en fait, qui se combinent et qui sont compliqués finalement pour trouver des solutions qui puissent aller au maximum de personnes. Mais voilà, sachant qu'il y a des tas de conflits et d'entremêlements en fait des domaines qui sont là. Côme, si vous m'entendez toujours, votre retour pour relier ces différents plans qui ont été traversés pendant cette table ronde? Ben, je pense que tous les plans nous font en tout cas comprendre le rôle central que l'eau a joué et que l'eau va jouer en Inde. Par exemple, la volonté de développement du tourisme spirituel par les nationalistes au pouvoir qui conduit à toutes ces grandes infrastructures, ces grandes routes dans l'Himalaya qui elles-mêmes renforcent les effondrements dans les montagnes, les catastrophes lorsqu'il y a des pluies éclairs, ou alors le développement de festivals, de pèlerinages qui existaient déjà, comme la Kumbh Mela, mais qui se veulent de plus en plus géants près du Gange, qui renforcent la pression écologique sur le fleuve. Et il faut bien avoir conscience que quand même la plaine du Gange abrite, c'est une des endroits les plus peuplés du monde. Elle abrite 600 millions de personnes. Donc, c'est la moitié de l'Inde. C'est le destin du pays qui se joue autour du Gange. Et puis, la question des migrants climatiques, qui même s'ils sont mal définis, je l'ai expliqué, puisqu'on a du mal à savoir quelle est la part exacte de climat, de pauvreté, d'endettement dans ces déplacements de population. Ce qui est évident en tout cas, c'est que les États dont on migre le plus aujourd'hui en Inde, comme l'Assam ou le Bihar, sont aussi les États qui sont le plus vulnérables sur le plan hydrique ou climatique, et que ces migrations, même si on est un peu dans un silence statistique, elles transforment évidemment la géographie sociale du pays, puisqu'elles viennent alimenter la croissance trop rapide parfois des mégapoles. Et puis je rajouterais peut-être pour un petit point international, alors c'est sûr que les frontières avec le Pakistan ont été fermées bien avant le conflit de 2025 dont on a parlé, mais plus récemment, elles se ferment aussi avec le Bangladesh, où là, qui était un pays plus ami avec l'Inde, dont le pouvoir s'est mis à traquer les migrants, quitte parfois à les confondre avec les migrants dont on parlait, de l'Assam et du Bengale occidental, surtout s'ils sont musulmans. Donc on voit que l'eau change les rapports de pouvoir entre l'Inde et les États autour, mais aussi entre les États indiens et entre les Indiens eux-mêmes. Merci. Vous restez avec nous, mais on va passer la parole aux questions éventuelles, ça peut être aussi des réflexions internes qui vont générer une question. On va démarrer avec vous qui êtes dans la salle, hein, là avec nous, et puis en fonction de l'organisation, on pourra peut-être ouvrir sur des questions de personnes qui sont en Zoom. Oui, allez-y, dites-moi, puis je vais relayer la question avec le micro. On s'est dit qu'on allait faire comme ça, mais je vous écoute. Oui. Donc, excusez-moi, c'est juste, la question, c'est sur la construction des barrages qui en Inde sont depuis peut-être 30, 40, 50 ans. Et votre question? Ok, je relais non, c'est bien. Je relais la question pour les personnes qui sont en Zoom et qui ont besoin du micro. Donc, la question, c'est sur la gestion aujourd'hui, dans notre temps, des anciennes traditions, soit de barrages, soit de puits, qui ont été un petit peu mis de côté. Comment faire perdurer ces traditions-là plutôt que d'être dans des grandes techniques qui, manifestement,
puise les réserves et forcément, à un moment donné, arrive à des... Voilà, est-ce que vous pouvez... Merci, Olivier. Il y a quand même plusieurs initiatives locales pour essayer de régénérer tous ces savoir-faire qui existent. Donc, on retrouve à certains endroits des rénovations, il y a pas mal d'ONG aussi qui sont là en disant qu'il faut absolument retrouver la façon collectivement. Alors, généralement, c'est toujours des actions collectives hein, pour travailler au niveau des villages. Donc, il y a plusieurs exemples données qui existent au Rajasthan, au Gujarat, qui ont été dans différents endroits, au Maharashtra aussi, pour justement faire un travail collectif de régénération un petit peu de tous ces ouvrages, de stopper l'eau, de la ralentir, pour essayer justement de la collecter. Alors, essentiellement au niveau agricole, mais pas uniquement. Donc ça, ce sont des efforts qui sont faits et qui existent. Mais c'est plutôt assez ponctuel. Ensuite, je dirais dans les villes, effectivement, des villes comme Chennai ou comme Bangalore, où il y avait énormément d'étangs, et ben la ville se construisant, on les a souvent, c'est souvent dit, c'était une époque où on se disait, ben, ça ne sert pas tant que ça. Donc, quand vous voyez des bus stations, des stations de bus routières, ben, c'est souvent sur des anciens étangs qui ont été comblés parce qu'on avait besoin d'espace et donc on a comblé ça. Donc, il y a effectivement des tas d'infrastructures qui n'ont pas été maintenues. Après, il faut voir aussi qu'il y a certaines personnes qui préfèrent mettre en place une station où on va dessaliner l'eau, etc., et ne pas régénérer ce qui est traditionnel, etc. Bon, il y a des enjeux économiques, différents enjeux qui sont derrière et qui font que ça ne se fait pas. Et ensuite, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'il y a certaines techniques qui ne peuvent plus fonctionner du fait que tout l'environnement est transformé. C'est-à-dire que bétoniser, l'eau ne s'infiltre plus, on n'a plus l'espace pour pouvoir l'eau ne circule plus de la même façon. Et quand vous pompez de l'eau quelque part, ben, c'est de l'eau qui ne fait plus. Et voilà. Donc en fait, vous parlez des méga-bassines, ça a un effet forcément ailleurs aussi. C'est-à-dire que l'eau, elle va pas, elle est quand même en quantité fixe et plus on en utilise. Si on en enlève à un endroit, c'est si on en prend à un endroit, c'est qu'on enlève à un autre endroit. Donc voilà, ça ne répond pas complètement à votre question, mais quand même en partie dans le sens où ça dépend. Le problème de l'eau, c'est aussi que ça dépend de l'endroit, en fonction de la géologie par rapport à l'eau souterraine, si c'est du sol, si c'est de l'eau, de l'alluvion, on n'a pas du tout les mêmes stock d'eau souterraine, parce que l'eau souterraine est un très bon endroit pour se cultiver. Mais même dans la plaine du Gange, il y a 15 ans, il faut rapprocher le micro. Même dans la plaine du Gange, il y a 15 ans, c'est un endroit où il y a une très bonne eau souterraine. Et ben, il faut aussi avoir des baisses. Donc, en fait, c'est toutes ces transformations et la façon dont on a transformé l'environnement qui fait que tout est évolué. Et la démographie est croissante, mais il n'y a pas que ça. Il y a une question, vous avez une question? WOTR, OTR, une ONG? D'accord. Donc, je relais toujours la question. Hein. Dans quelle mesure l'État indien subventionne, aide les ONG qui viennent travailler sur ou les États? Oui. Est-ce que vous savez? Chaque État va avoir sa politique de l'eau, donc en fait, chacun peut décider de ce qu'il va faire. Mais effectivement, c'est souvent plutôt des aides internationales, même si depuis quelques années, les aides internationales sont quand même coupées, ce qui pose problème à de nombreuses ONG, justement. Donc, celles qui arrivent à tenir, c'est celles qui sont quand même, qui ont un socle plus important. Et l'aide des États va dépendre en fonction de l'État indien, finalement, dans lequel ils vont être. Donc, ça va être vraiment très, très différent d'un État à un autre, le soutien étatique. Puis, voilà. Com, est-ce que vous avez un éclairage sur cette question de subvention des États ou vis-à-vis des ONG?
Malheureusement, pas beaucoup. Ce que je pourrais dire, c'est que je n'ai pas, ça doit exister. Je n'ai pas entendu parler de soutien des États à ces ONG, notamment à celle aussi dont parlait un ou une autre spectatrice sur la revalorisation des réseaux traditionnels de stockage et d'irrigation, où je sais qu'il y a certaines des associations, certains mouvements indiens qui ont fait du travail formidable, mais à ma connaissance, ça s'est fait sans le soutien des États ou de l'État central. Géopolitique, avec les remerciements pour la table ronde, est-ce que la situation au Népal et l'influence grandissante, l'auditeur, de la Chine peut poser problème à ce niveau? Donc, oui, pour quel comme niveau les conflits au niveau du Népal et l'influence de la Chine, il y a une... Que la Chine prenne de l'influence au Népal, c'est évidemment jamais bon pour l'Inde. Euh, euh, de la Chine peut poser un problème à ce niveau, oui, oui, oui. Ce dont a parlé Ko tout à l'heure avec le Brahmaputra en particulier. Oui, il y a un lien. Voilà, y a-t-il un lien entre pour Com entre la situation au Népal et l'influence de la Chine? Et voilà. Oui, Olivia et Com. Très bien, très bien. Ce qui est sûr, c'est que Olivia, je peux commencer et Com après, ouais. on vous écoutera. Alors en fait, ce qui est intéressant, je vais faire une petite diversion avant de répondre à la question. Ce qui est intéressant entre le Népal et l'Inde, c'est que on est dans un contre-exemple par rapport au fait que le pays qui est en amont a le robinet par rapport au pays qui est en aval. Donc c'est exactement le cas, on a vu avec l'Indus et avec cette partie de l'Indus qui est en Inde, et c'est comme ça que l'Inde met la pression à travers le Cachemire sur le Pakistan. Mais en Népal, il a beau être en amont sur la majorité des affluents du Gange, eh ben, il n'a pas le poids politique pour faire pression sur l'Inde. Et au contraire, les 3 premiers barrages qui ont été construits au Népal sont des barrages indiens construits au Népal sur le territoire népalais pour gérer les crues dans la vallée du Gange, quoi. Et donc, on voit bien que ce sont des ingénieurs indiens qui les gèrent. Voilà, tout est géré par l'Inde. Donc, on est vraiment dans le schéma inverse de ce qu'on peut dire en général sur l'amont-aval, du fait du poids politique qui est complètement inégal. Donc, le poids de la Chine là-dedans, en fait, il y a une seule rivière qui vient vraiment un peu de la Chine, et c'est dans la partie très sèche en fait du plateau tibétain. Donc la quantité d'eau qui viendra de la Chine est vraiment minime. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. On n'a pas c'est pas sur ce point-là que la Chine peut faire pression. Après, elle peut faire pression sur plein d'autres éléments par rapport à, ça peut être la vente d'électricité, etc., mais pas sur le contrôle de l'eau, en tout cas. Com, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question? Oui, d'accord avec Olivia. Effectivement, comme c'est l'Inde qui s'occupe de la plupart de ces infrastructures au Népal, on voit mal comment elle pourrait faire pression là-dessus. Moi, ayant été au Népal il y a quelques mois, lorsque la jeunesse s'était révoltée, il y avait effectivement un fort sentiment anti-indien parmi les manifestants. Mais il me parlait plutôt du conflit que les deux pays entretiennent à leurs frontières. D'ailleurs, il y a un nouveau billet de banque du Népal qui vient d'être publié, qui inclut du territoire que l'Inde considère comme le sien sur le billet. Donc ça fait un scandale. Mais donc il y a ce grand conflit territorial. Il y a des rivalités un peu commerciales, mais il n'est pas question de conflit hydrique. Et puis effectivement, voilà, ce sont des affluents du Gange sur lesquels la Chine n'a pas beaucoup de contrôle. Quant au Brahmapoutre, je crois que c'est un autre bassin. Je ne pense pas que le Népal soit beaucoup traversé par les affluents. Donc non, je pense que est-ce qu'il y a un raidissement envers l'Inde au Népal? Oui. Est-ce qu'il y a une influence grandissante de la Chine? Oui. Est-ce que par contre ça pourrait avoir des conséquences hydriques? Non. C'est précis.
Une autre question, en direct ou en Zoom? Alors voilà, est-ce qu'il y a d'autres sites, grandes villes qui seraient potentiellement touchés par cette problématique du stress hydrique? Oui, sans doute. À qui je donne la parole? Moi, je Je dirais peux. que toutes les grandes villes sont. Et ouais, on vous oublie, ouais, on vous oublie pas. Oui, bah, je pense aussi, toutes les grandes villes le sont. Bangalore, c'est pour ça que j'en ai parlé, est quand même la plus touchée, puisque c'est la seule des grandes villes d'Inde, peut-être même d'ailleurs, je crois, la seule des grandes villes du monde qui n'a pas d'accès à l'eau. Mais toutes les grandes villes sont menacées. Soit par le stress, soit par les inondations, hein, et parfois à tour de rôle. Tout à fait. Ok, Alors, c'est vrai que. pardon, Olivia. Non, c'est moi, je dois le faire juste pour les personnes en Zoom. Donc, la question, elle est sur l'agriculture et l'utilisation de l'eau à grande quantité pour la culture de canne à sucre. Qu'en est-il de voilà, de cette culture-là? Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a d'autres choses, à ajouter. Alors effectivement, la canne à sucre est une culture très consommatrice et qui a besoin d'eau toute l'année. Donc en fait, quand vous voyez des champs de canne à sucre, vous êtes pratiquement sûr qu'il y a un accès à l'eau souterraine pour pouvoir le cultiver parce qu'on a besoin d'eau toute l'année. Donc il y a des personnes qui râlent justement contre ça, hein. Alors j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais le Tamil Nadu par exemple est un gros producteur de canne à sucre en Inde. Et même au niveau mondial, quoi. Donc, voilà, d'un point de vue progression de ces dernières années, je peux pas dire parce que j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais ça reste un très gros producteur. D'où les problèmes. Ah ben, si, bien sûr, si, mais c'est ce que je disais, c'est que les agriculteurs ont l'impression de ne pas avoir le choix. Donc, il y a des prises. Alors, quand même, un exemple qu'on peut donner qui est quand même avec l'appui de l'État de l'Andhra Pradesh qui vraiment promeut ça. Quand vous parliez tout à l'heure de est-ce que l'État participe, il y a de l'agriculture naturelle qui est un modèle qui est prôné par la FAO notamment. Et l'État de l'Andhra Pradesh appuie énormément ce modèle qui essaye de limiter justement l'utilisation de l'eau et qui va prôner de toutes choses donc pour limiter l'utilisation de l'eau. Donc dans ces cas-là, on n'aura pas forcément de canne à sucre. C'est Si vrai vous que avez pour répondre sur la canne à sucre, c'est vrai qu'il n'y a pas que les questions de la revalorisation des techniques d'irrigation, mais vraiment celle quand on parle d'eau, du modèle d'agriculture qui a été hérité soit de la Révolution verte, soit dans le cas du Karnataka, du Tamil Nadu, de la canne à sucre. Je crois que c'est un petit peu plus récent, que c'est des fermiers qui faisaient peut-être auparavant soit un peu de tout, soit du riz et du blé, qui se sont massivement mis à la canne à sucre parce que ça rapportait plus. Mais qui en payent le prix voilà, aujourd'hui, puisque c'est des États qui font face à des sécheresses et à des nappes phréatiques épuisées tous les ans. Effectivement, ce qu'essaye de faire l'Andhra Pradesh, alors, je ne sais pas exactement à quelle vitesse va cette transition vers l'agriculture naturelle, où ils voulaient viser le 100%, mais alors, à mon avis, je crois que c'est plus lent que prévu, comme tout projet ambitieux. Mais en tout cas, cette idée qu'en passant de la monoculture à la polyculture et aussi en passant des espèces hybrides à des espèces de riz traditionnelles et locales, on peut grandement réduire la consommation en eau des agriculteurs. Donc, c'est le partage de l'eau entre refroidir les gros ordinateurs et le travail numérique, les agriculteurs et la ville en elle-même. Comment est-ce que ça s'organise? Si ça s'organise, comment ça s'organise? Est-ce que vous pouvez nous... On se dit que c'est plus pour... Là, je ne saurais pas trop dire parce que euh, il y a des centres informatiques en Inde, ça c'est sûr, hein, aussi en particulier à Bangalore où je suis. Par contre, quand on parle de vraiment refroidir massivement les ordinateurs, il me semble qu'on fait plus référence à ce qu'on appelle les data centers, ces pôles où sont stockées nos données. Et je ne crois pas qu'en Inde, à cause justement même du fait qu'il fasse très chaud et que le climat soit très imprévisible, je ne crois pas qu'il y ait de data centers qui pèsent vraiment à l'échelle mondiale
au point que l'arbitrage avec, on va dire, l'agriculture et la consommation urbaine deviennent un véritable problème. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler. Oui, alors moi j'ai. C'est pas une question, c'est juste Isée. Est-ce que vous pouvez peut-être pour terminer sur quelque chose en rapport avec la symbolique, le sacré, sans oublier le pragmatique, le politique et l'économique que nous avons traversé, mais est-ce que vous auriez une image, un texte, quelque chose à nous partager pour qu'on puisse terminer avec cette vision-là de l'eau et du sacré qu'elle véhicule? Alors, j'ai pas de, là encore, je n'ai pas de vision globale à vous proposer, mais en vous écoutant, je pensais à deux livres euh, que j'ai aimés vraiment grandement. L'un est un petit récit d'un écrivain du billard qui s'appelait Bhairava Prasad Gupta. Et il raconte l'intimité d'un paysan avec la Ganga. Et donc, quand la Ganga est en colère, elle est comme une mère, ME accent grave RE, furieuse et qui met en danger la vie de ses enfants. Et puis, quand il y a des inondations, sa hutte se met à flotter. Et lui, il est dans sa hutte et, enfin, c'est pas dit dans le récit, mais on a l'impression que il est comme dans un utérus sur les eaux maternelles. Et ce livre a pour titre Gange, ô ma mère. Et c'est un récit absolument étonnant et que j'aime beaucoup. Et puis l'autre livre qui m'a inspiré des voyages, c'est celui d'Amitav Ghosh, Le pays des marées, euh, qui, qui, qui évoque la vie absolument étonnante dans les Sundarbans. Et ces Sundarbans, donc, qui sont ces îles, ces centaines, ces milliers d'îles qui sont dans l'énorme dans l'énorme embouchure, pardon, commune du Brahmapoutre et du Gange, et qui sont aujourd'hui menacées de disparition parce que l'eau monte et qu'elles vont disparaître. Et il y avait une vie qui était en intelligence avec l'eau, avec la mer, mais l'eau douce aussi, parce qu'il y a un régime très particulier de l'eau, c'est-à-dire que à certains endroits, il y a un flux et un reflux qui fait que par moment, il y a de l'eau douce et par moment, il y a de l'eau salée. C'est un monde, enfin, il faut vraiment lire Le pays des marées d'Amitav Ghosh, parce que d'abord, c'est un monde qui est plein de sacré, justement, donc moi, ça ne pouvait que me toucher. Mais en plus, il y a enfin, il y a une manière de vivre avec l'eau, une eau qui est à la fois nourricière et dangereuse, une eau dans laquelle nagent les crocodiles, etc. Enfin, c'est pas du tout une eau calme, c'est une eau qui est très limoneuse, c'est une eau dans laquelle il se lève des tempêtes qui sont imprévues ou imprévisibles. Et malgré tout, il y a une science de vivre avec l'eau. Et ça, c'est vraiment, Amitav Ghosh le rend particulièrement bien, ça. Voilà, donc je pensais à ces deux ouvrages, Mes Ganges ou ma mère. Vraiment, c'est un récit court, mais qui est fascinant, je trouve. Merci pour ces recommandations. On a un livre, oui, comme Moi, peut-être pour toujours parler peut-être de mon point de vue, mais sur quelque chose
de plus, si ce n'est sacré, poétique, un reportage l'année dernière sur un très bel endroit dans le Kerala qui s'appelle Munro Island et qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas vraiment une île, mais plutôt un archipel à l'intérieur du Kerala, à l'intérieur de ce réseau de rivières, de canaux, d'eau salée, d'eau douce qu'on appelle les backwaters. Et donc, plusieurs îles, plusieurs lacs comme ça, pas loin de la ville de Kwai-Lon, et une région qu'on appelle l'île qui se noie, parce que là encore, comme dans les Sundarbans, problème d'érosion des eaux, problème d'érosion des sols, problème de montée des eaux, qui font que ces territoires où on vit au ras de l'eau, où l'on vit avec l'eau et où l'on vit de l'eau, sont condamnés à mourir. Mais bon, un endroit exceptionnellement beau, tropical, avec des oiseaux, des pêcheurs, etc., où je suis tombé par hasard durant le reportage sur un festival hindou qui avait lieu sur une de ces îles et durant lequel on m'a dit que c'était quelque chose de très spécial qui arrivait que là, les éléphants sont dressés pour nager dans ces eaux et apparaître soudainement sur l'île comme ça. Et là, ils sont bah, évidemment décorés avec de l'or, du feu, des fleurs, etc. Et la cérémonie dure toute la nuit et était magnifique. Merci pour ce dernier partage. Com. Ouais. Merci à vous d'avoir été en présence. Merci à Olivia, Isée et Com. Vous pouvez vous procurer le livre d'Olivier Aubriot, Une eau sans partage, qui est sur la table derrière. Voilà. Bonne fin de soirée à tous. Merci.